Bonjour, alors donc nous allons faire une séance de TD sur le produit scalaire et les espaces vectoriels euclidiens. Je vous avais demandé de chercher pour aujourd'hui les exercices qu'on avait appelés de cours dans un espace vectoriel euclidien que j'appelle E, l'exercice de cours qu'on va appeler C1 et le suivant, soit P, un projecteur de E, un projecteur ou une projection, ça dépend des... Vous préférez quoi, vous ? Projection. Une projection de E. D'abord, rappelez-moi comment on sait que c'est le cas. C'est-à-dire que P appartient à L de E et P rond P égale P. La question qui est posée, c'est montrer que P est un projecteur orthogonal, que P est un... Bon, moi j'écris projecteur parce que j'ai l'habitude, mais si vous mentalement vous voulez remplacer par projection, c'est pas un problème. Orthogonal, si et seulement si, première caractérisation que vous avez donnée, c'était quel que soit le couple XY appartenant à E carré, le produit scalaire de P de X avec Y, c'est le produit scalaire de X avec P de Y. Alors, cette propriété, elle a l'air un peu bizarre. L'année prochaine, vous appellerez ça un endomorphisme symétrique. Quand on peut, comme ça, là, passer de f de x, produit scalaire y à x, produit scalaire f de y, ça s'appelle un endomorphisme symétrique. Si et seulement si 2, quel que soit x appartenant à E, la norme de P de x est inférieure ou égale à la norme de x. Bon, la première chose à identifier, c'est qu'est-ce que ça veut dire P est un projecteur orthogonal. J'appelle ça la propriété, alors P est... j'appelle ça étoile. Comment... qu'est-ce que c'est que étoile? Qu'est-ce que ça veut dire que être vérifié étoile? Parce que c'est pas la peine, si vous voulez, de se lancer dans un... En plus, c'est des preuves par équivalence qu'il faut faire. Donc, c'est pas la peine de se lancer dans montrer que quelque chose est équivalent à étoile sans avoir bien identifié ce que c'est qu'étoile. Hop, j'enlève ça. D'abord, qu'est-ce que veut dire le mot orthogonal ici? Attention, parce que ce chapitre est plein de ce mot. Ce mot apparaît partout. Qu'est-ce que ça veut dire orthogonal ici? Les deux ensembles sont orthogonaux. Quels ensembles précis? Les ensembles sur lequel on projette et parallèlement auquel on projette sont orthogonales. On note F, l'ensemble sur lequel je projette. Dis-moi ce que c'est connaissant P. Théo. L'ensemble, tu m'as dit les ensembles. Étoile signifie que les ensembles sur lesquels on projette et parallèlement auxquels on projette sont orthogonaux. Je veux leur donner un nom et les identifier connaissant P. Image. Exact. Autre chose? Le noyau de P moins identité. J'appelle identité de E parce que c'est un peu long. Qu'est-ce que j'appelle G? J'appelle le noyau de P. Alors, quand est-ce que étoile est vérifiée? Étoile est vérifiée si et seulement si F et G sont orthogonaux. D'accord? Vous savez qu'on a E égale F somme directe avec G. Ça, tous les projecteurs vérifient ça. Donc, ça sera un projecteur qui est orthogonal, c'est-à-dire vérifiant la propriété qu'on a appelée ici étoile, si et seulement si F et G sont orthogonaux.
No, c'est-à-dire si et seulement si quoi? Quel que soit un vecteur qu'on prend dans l'un et quel que soit un vecteur qu'on prend dans l'autre, ils sont orthogonaux. Est-ce qu'on n'a pas de f? On va prendre un petit f, qu'en pensez-vous? Quel que soit petit f appartenant à grand F, virgule, quel que soit petit g appartenant à grand G, le produit scalaire de f avec g égale 0. Bon, donc ça c'est étoile maintenant. Alors, ce qu'il faut montrer, c'est que étoile équivaut à 1, puis que étoile équivaut à 2. Alors, ben, c'est parti pour l'épreuve. Alors, qu'est-ce qu'on suppose? On suppose étoile. Montrez-moi 1. Alors, ben, ça commence comment? Lui, pour ce jeu, hein, on va être obligé de faire 4 applications. Donc, on suppose étoile. Je veux montrer ça. Donc, soit quoi? Soit un couple XY pris au hasard appartenant à E carré. Ça vous va? Et qu'est-ce qu'il faudrait? Ben, montrer ça là, que P de X, ça c'est mon but maintenant, ça devient mon but. Alors, qui a eu une idée pour montrer ça? Non, je l'ai supposé étoile. Hein. Étoile, c'est ça là. Maintenant, ce que j'ai supposé, c'est ça. Les vecteurs de f et les vecteurs de g sont orthogonaux. Donc mon projecteur est un projecteur orthogonal. Je veux montrer qu'il vérifie ça. Qu'est-ce que vous avez écrit? Ben, il faut commencer par P de x scalaire y, hein, égal, et puis on essaye d'aller jusqu'au bout. Bon, quelle est la propriété fondamentale des projecteurs? C'est qu'on peut couper tout élément de E en sa partie sur grand F et sa partie sur grand G. Donc, lui, alors ici, c'est déjà fait. Px a déjà été projeté, mais ce qu'on peut faire pour y, c'est quoi? Le couper en deux, à savoir ici, j'écris P de x, slash... alors, comment je vais écrire y? Je peux écrire P de y. Alors là, je pourrais faire intervenir le projecteur associé à P qu'on appellerait Q. Ou alors, tout simplement, écrire Y moins P de Y. Remarquez que c'est pareil, ça. J'aurais peut-être pu le... Ah bon, j'aurais peut-être pu l'écrire. Ça, qu'est-ce qu'on va dire? Donc là, j'ai coupé Y en sont projetés sur grand F, et ça, c'est sont projetés sur grand G. Oui, mais le produit scalaire est bilinéaire, donc ça fait P de X scalaire P de Y, plus P de X scalaire Y moins P de Y. Où est P de X? Il est dans F. Où est Y moins P de Y? Il est dans G. Or, F et G sont orthogonaux. Ici, hein, dans notre... donc ça fait P de X scalaire P de Y. Bon, est-ce que vous voyez que si on échange les rôles de X et de Y, ça va être la même chose? Autrement dit, ici j'écris X scalaire P de Y. Je vais avoir quoi? Alors cette fois c'est X que je coupe en deux, c'est-à-dire P de X plus X moins P de X scalaire P de Y. Et là, tout le monde a compris que ce truc-là est dans F, ce truc-là est dans G, et comme je viens de supposer que F et G sont orthogonaux, ça fait P de X scalaire P de Y. On a donc... Qu'est-ce qu'on vient de montrer là? Donc, on a montré que
on a montré que étoile implique, quel que soit xy appartenant à e carré, p de x scalaire y et x scalaire p de y, c'est la même chose, à savoir p de x scalaire p de y. Hein. Vous voyez qu'on a le même résultat ici et là. Donc on a une des implications, à savoir p de x scalaire y égale x scalaire p de y. Et ça, c'est la propriété que j'ai appelée 1, c'est ça? Bon, réciproquement, qu'est-ce qu'on fait? Réciproquement, on suppose... Réciproquement, on suppose 1. Et vous devez me montrer que les sous-espaces par rapport auxquels et sur lequel, et parallèlement auquel on projette sont orthogonaux. Je vous écoute. Ah, il faut prendre quoi? On doit vérifier étoile, c'est-à-dire que les éléments de F sont orthogonaux aux éléments de G. Prenez-en un dedans, soit F flèche appartenant à grand F et G flèche appartenant à G. Et vous allez calculer F flèche scalaire G flèche, et vous voulez qu'à la fin de ce calcul, vous voulez trouver 0. Alors, quelle est la bonne idée? Bien sûr en utilisant 1, puisqu'on vient de supposer 1. Mais au-delà de cela, ce qu'il faut comprendre, c'est que F est l'image, mais aussi l'ensemble des invariants. Autrement dit, F, c'est quoi? Est-ce que vous comprenez que pour utiliser 1, il faudrait qu'ici, l'un de ces deux vecteurs soit P de quelque chose? F, c'est... Eh oui. Pourquoi c'est P de F? Parce que les éléments de F sont invariants. Je vous rappelle ici, quel que soit F appartenant à F égale P de F. Oui, mais, puisque j'ai supposé la propriété 1, ça, c'est quoi? C'est F scalaire P de G. Oui, mais P de G, c'est quoi? Ici, quel que soit G appartenant à G, P de G, c'est le noyau, hein. Donc ça fait le vecteur nul. Ici, ça fait F scalaire 0, et F scalaire 0, ça fait 0. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que 2 points 1 implique étoile. Ça vous va comme ça? Puisque 1 implique, quel que soit F appartenant à grand F, virgule, quel que soit G appartenant à grand G, F orthogonal à G. C'est-à-dire que on vient de démontrer que 1 implique étoile. Bon, ça y est, hein, on a, pour l'instant, on a là, fait, c'est quoi? On a finalement, on a étoile équivaut à 1. Maintenant, il faut faire étoile équivaut à 2. Alors, allons-y. Je peux effacer, vous me dites? Alors, qu'est-ce qu'on suppose d'abord? Qu'est-ce qu'on suppose d'abord? Si vous voulez, on suppose étoile. Et cette fois, qu'est-ce qu'on vise? Oui, on vise 2, c'est-à-dire que pour tout x appartenant à E, x est en norme plus grand que
P de x. Ça, c'est facile. Essayez de... Bon, bah déjà, on commence par écrire soit x appartenant à E. Et puis peut-être tout simplement la norme de x. Et comme d'habitude, il est beaucoup plus pratique de travailler avec la norme au carré qu'avec la norme elle-même. Alors, il n'y a pas de P de x là-dedans. J'aimerais que ça apparaisse. Quelle est l'idée? Alors ça, c'est assez simple à voir hein, quand on est comme ça. Hop. Presque géométriquement, autant l'idée de l'endomorphisme symétrique, pas si évident. Je trouve que si on sait que c'est un projeté orthogonal, hein, on sait que c'est un projeté orthogonal, ça veut dire qu'ici, géométriquement, vous pouvez vous dire que là et là, il y a des, entre guillemets, angles droits. Bon, vous voyez que si vous projetez x, ça je suppose que c'est f, et ça je suppose que c'est g, il me paraît assez clair géométriquement que la norme du vecteur p de x est plus petite que la norme du vecteur x. Et pourquoi? En fait, à cause d'un théorème bien connu qui est le théorème de Pythagore. Dans quel triangle? 0, p de x, x. Autrement dit, ça, l'idée, c'est d'écrire quoi? Alors là encore, comme tout à l'heure, regardez, on aurait pu faire intervenir le g de x, où g est le projecteur associé à petit p, ou q, dans le cours, je crois, j'avais appelé q, le projecteur associé. Enfin, si vous ne voulez pas le faire intervenir, il y a une façon très simple, c'est x moins p de x plus p de x. Et vous mettez tout ça au carré, et vous êtes malin, vous mettez des parenthèses ici. Ou alors vous écrivez en dessous, ça appartient à G, et ça appartient à F. Donc, vous avez la somme de deux vecteurs sous une norme au carré, et ces vecteurs sont orthogonaux. C'est pour ça que je parle du théorème de Pythagore. Que dit le théorème de Pythagore à leur sujet? Bon, ici, comme j'ai mis le truc en dessous, j'ai pas vraiment besoin de la parenthèse. Oui, mais ça, c'est quoi? Théorème de la propriété dite de Pythagore avec x moins p de x scalaire p de x égale 0. La propriété de Pythagore dit que ça, c'est la norme au carré de x moins p de x. Vous la voyez, cette propriété-là? Plus la norme au carré de p de x. Bon, c'est clair. Pourquoi c'est clair? Parce que ça, c'est fini, hein, parce que ça, c'est un nombre positif. Hein. Je veux dire, ça, c'est un nombre supérieur ou égal à 0. Ça, c'est supérieur ou égal à... supérieur ou égal à 0. C'est cette propriété de Pythagore, là. Propriété de Pythagore avec... et propriété de Pythagore. Ça, c'est l'explication du égal. Donc, la norme de x est supérieure forcément à la norme de... Alors, d'abord au carré. Puis, comme ce sont des nombres positifs, ils sont classés dans le même ordre que leur carré, c'est-à-dire que norme de x, c'est plus grand que p de x. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré deux points étoiles implique, quel que soit x appartenant à E, la norme de x est plus grande. Alors, c'est comme ça que j'avais écrit ou dans l'autre sens? P de x, c'est pareil.
P de x inférieur ou égal à x, c'est-à-dire qu'on vient de démontrer que étoile implique 2. Bon, ben, il n'y en a plus qu'une. Il n'y a plus qu'une. Bon, c'est la plus délicate. On suppose 2. Et on veut étoile. Et on veut étoile. Alors, ah, pardon, je vais peut-être un peu vite, non? Alors, on suppose 2, c'est-à-dire ça, hein, pour tout x appartenant à E, P de x est plus petit que x. Alors, là, il faudrait montrer que les vecteurs de f d'une part et g d'autre part sont orthogonaux. Bon, commençons par en prendre. Soit quoi? Soit petit f flèche appartenant à f et petit g flèche appartenant à g. Alors, est-ce que quelqu'un a eu une idée? Ça, c'est parmi les 4 implications, c'est la plus bizarre. Je vous donne une indication, et ça, c'est l'idée. Quel que soit lambda appartenant à R, le projeté orthogonal de x plus lambda y de x plus lambda y, c'est le même que celui de x. Alors, attention, parce que ça, c'est déjà, faire ce dessin, c'est déjà supposer le résultat. Hein. Un dessin plus général, en supposant a priori qu'il n'y a pas d'orthogonalité, serait plutôt celui-là. Hein. Ici, vous avez un y. Là. Donc celui-là, il s'appelle G, pardon. X et Y, c'est F et G, bien sûr. F et G, et donc ça, c'est P de F. Ici, vous avez, quel que soit lambda, ici, vous avez F plus là. Est-ce que vous voyez que les vecteurs qui sont là, c'est F, tout cela, là, c'est F plus lambda G. Ici, je ne sais pas, j'écris G, par exemple. Là, j'écris lambda G. Est-ce que vous voyez que tous les... Ben c'est à peu près clair, hein, puisque le projeté... Pourquoi c'est vrai ça? Parce que le projeté de f plus lambda fois g, p étant une application linéaire, c'est le projeté de f plus lambda fois le projeté de g, mais le projeté de g c'est 0. Donc ça fait projeté de f plus 0 flèche égale projeté de f. Est-ce que mon schéma est assez clair? Ça c'est grand F, et ça c'est grand G. Alors, maintenant il faut utiliser notre inégalité, c'est-à-dire on a supposé, on a d'après 2, alors il fallait y penser, hein, c'est-à-dire à utiliser le fait que le projeté de f plus lambda g, c'est le même que le projeté de f. Donc on a d'après 2 la norme de f plus lambda g au carré. C'est toujours plus facile de travailler avec ça. Et donc, supérieur ou égal à la norme de... alors, remarquez que ça, c'est combien? Ça, c'est P de F. Je peux même aller un peu plus loin. Égal, c'est quoi P de F? C'est F. Donc ici, je peux aller jusqu'à F. Donc, c'est supérieur ou égal à la norme de... F, le tout au carré. Et ça, c'est valable quel que soit lambda appartenant à R. C'est-à-dire que quel que soit lambda
appartenant à R. Alors, on va calculer ça et ça. C'est quoi ce truc-là, là? Ça, là, c'est quoi ce truc-là, ça? Lambda F, le tout au... Oui. Plus, alors, vous savez que qu'est-ce qui vient, là? 2 fois GF. Donc, il vient 2, lambda, F, scalaire G, plus nombre de G, le tout au carré, est supérieur ou égal à... Pardon? Ah oui, oui, le lambda au carré, bien sûr. Lambda carré, norme de G, le tout au carré, est supérieur ou égal à la norme de F au carré. C'est-à-dire encore, quel que soit lambda appartenant à R, on va écrire lambda, alors on va mettre devant les lambda les quantités, norme de G au carré d'une part, facteur de lambda carré, plus 2F scalaire G, le tout facteur de lambda, est supérieur ou égal à 0. Alors, on a déjà fait un raisonnement de ce type, et je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est pour l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Ça ressemble beaucoup à la preuve de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, est-ce que vous voyez que si G est nul, nous ce qu'on veut c'est F scalaire G égale 0, hein, vous avez compris? On a pris F dans grand F, on a pris G dans grand G, et ce qu'on vise c'est F scalaire G égale 0. Bon, si G est nul, c'est clair, on a bien F scalaire G égale F scalaire 0 flèche, F scalaire flèche, ça fait 0. Si G n'est pas nul, qu'est-ce que vous me dites de la norme de G au carré? Ben, ça appartient à R plus étoile. Ça appartient à R plus étoile. Et c'est là que c'est subtil, entre guillemets, c'est-à-dire que ce polynôme de degré 2, là, puisque maintenant c'en est un, ça s'appelle un trinôme, ça, ne change pas de signe. Ça garde un signe constant, quel que soit. Alors, on dit que le trinôme P de lambda égale norme de G au carré, lambda carré, moins 2 fois F scalaire G, le tout fois lambda, reste positif. Pardon? Plus, pardon. Reste positif, et ta valeur ne change pas de signe, quoi. D'accord? Et positif pour tout lambda. D'accord? Ou un signe constant, garde un signe constant, et positif pour tout lambda. Bon, alors, qu'est-ce que vous savez d'un trinôme? Et là, je fais appel à vos souvenirs de la preuve de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un trinôme qui a toujours le même signe? Déterminant non, mais discriminant et négatif. Pourquoi? Parce que s'il a un discriminant strictement positif, il a deux racines distinctes et il change de signe. Il est positif ou négatif, suivant qu'on est à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc son discriminant, confondez pas le terme discriminant avec déterminant, hein. Discriminant est négatif. Mais quel est son discriminant? Et on en déduit que son discriminant, c'est quoi? C'est 4 fois le terme en lambda au carré. Enfin, c'est le terme en lambda au carré. C'est le b carré, donc c'est comme ça, là. Ça vous va? B carré moins 4 fois 0. Ou moins 4 fois... pourquoi 0? Parce qu'il n'y a pas de terme constant.
Vous me suivez ou pas? Moins 4 fois norme de G, allez j'écris tout, hein, c'est un peu moche, mais norme de G au carré fois 0 est inférieur ou égal à 0. Donc, le produit scalaire de f avec g au carré est négatif. Et bien sûr, si un nombre au carré est négatif, c'est qu'il est nul. Et donc, et bien sûr, et on a f scalaire g égale 0. Allez, qu'est-ce qu'on a montré là? Bon, j'y vais direct. On a montré 2 implique étoile. Est-ce que c'est clair? 2 implique quel que soit... bon, G, F appartenant, ça va? Allez, on a montré 2 implique étoile et on a gagné. Donc on a bien... 2 équivaut à étoile. Et ben voilà pour ce premier exercice. On fait le deuxième. Exercice cours 2. Caractérisation des symétries. Donc vous voyez qu'en fait ça, c'est possible là, l'idée du toujours plus petit, seulement si les sous-espaces sont orthogonaux. C'est-à-dire que si ce n'est pas le cas, il y en a qui peuvent avoir un projeté, qui peuvent avoir une norme plus grande. Tiens, on va essayer en dimension 2. Si c'est orthogonal, c'est évident. Regardez, hop, projeté toujours plus petit. Si c'est pas orthogonal, et je prends ce vecteur là, et là je le projette comme ça. Voilà. Alors là, je pense que c'est clair. Donc là, je projette, ça c'est F, ça c'est G, voilà un vecteur X, et voilà P de X. Est-il clair que la norme de P de X est plus grande que celle de X sur ce contre-exemple? Bon. Allez, exercice de cours 2. Exercice C2, c'est quoi? Soit S, une symétrie de E. Qu'est-ce qui la caractérise? Qu'est-ce qui la caractérise? S appartient à L de E et S dans S égale identité. Qu'est-ce qu'on veut montrer? Montrer que S est une symétrie orthogonale si et seulement si elle conserve la norme, c'est-à-dire que c'est un endomorphisme orthogonal, quel que soit x appartenant à E, S de x égale x. Alors, est-ce que si je prononce la phrase suivante, les seules symétries qui sont des endomorphismes orthogonaux sont les symétries orthogonales? Les seules symétries qui sont des endomorphismes orthogonaux sont les symétries orthogonales, au sens où leur sous-espace par rapport auquel et parallèlement auquel on projette sont orthogonaux. Norme de f de x, oui. Pardon. Alors, je couperai ça au montage. On veut montrer que deux points, S est une symétrie orthogonale. Eh bien, je vais à nouveau l'appeler étoile, ce truc-là. Et ça, c'est si et seulement si, quel que soit x appartenant à E, la norme de S de x égale la norme de x.
Alors, je vais prononcer une phrase et vous me dites si vous la comprenez. Ici, le mot orthogonal signifie quoi? Le sous-espace par rapport auquel on projette et parallèlement auquel on projette sont orthogonaux. Alors que là, cette phrase signifie S conserve la norme. Autrement dit, S est un endomorphisme orthogonal. Je peux donc prononcer la phrase suivante. Les seules symétries qui sont des endomorphismes orthogonaux sont les symétries orthogonales. Alors que, je vous rappelle, aucun projecteur orthogonal n'est un endomorphisme orthogonal, sauf le projecteur sur tout l'espace, qui est l'identité. Bon, ça c'est bien joli, mais c'est l'énoncé. La preuve, je vous écoute. Et ça, on va appeler ça P, propriété de... Non, P, c'est pas une bonne idée. C, comme conservation. Alors, on suppose quoi? Ben, ça nous a toujours bien réussi de supposer étoile d'abord. Hein. On suppose étoile. Dites-moi ce que ça veut dire. On pose... Alors, attention, parce que cette fois, c'est pas tout à fait comme pour les projecteurs. Qu'est-ce qui caractérise les sous-espaces par rapport auxquels et parallèlement auxquels on projette? C'est-à-dire le F, qui est celui-là, là, de mon dessin. Donc là, j'ai supposé que c'était orthogonal, tout va bien. Hop, ici, un vecteur X, là, sont projetés, là, lui, moins sont projetés, là, je fais moins ça, et là, je descends de autant. Là, j'aurais dû le faire, sans doute, un peu comme ça. Tac, tac, tac. Allez, voilà, S de X. Lui, il est là. Remarquez que ce P de X, on peut l'appeler X1, hein, et que celui-là, c'est X moins P de X, qu'on peut appeler X2. Ça, c'est moins X2. Et S de X, c'est, avec ces notations, c'est X1 moins X2. J'en reviens à ma question. Qu'est-ce que c'est F connaissant S? Noyau de S. Non. C'est ceux qui sont invariants, vous le voyez? Donc c'est le noyau de S moins identité. J'ai dit non au noyau, pourquoi? Parce que c'est qui le noyau d'une symétrie? C'est quoi le noyau d'une symétrie? J'ai dit c'est qui, déjà c'est un indice. Hein. Il n'y a que le vecteur nul. Hein. Une symétrie est un endomorphisme bijectif. Donc son noyau est réduit au vecteur nul. Qui est l'image d'une symétrie d'ailleurs? C'est E. Ça vous va? Et G, alors c'est qui? C'est le noyau de S plus identité. Est-ce que je dois vous rappeler que ça, c'est les X appartenant à E, vérifiant S de X égale X? C'est-à-dire les invariants, et ceux-là, c'est ceux qui sont envoyés sur leur opposé, c'est-à-dire les X appartenant à E, vérifiant S de X égale moins X. Étoile signifie quoi? Supposez étoile signifie quoi? Étoile signifie que quoi? Étoile signifie que, comme tout à l'heure, quel que soit petit f appartenant à grand F, virgule, quel que soit petit g appartenant à grand G, le produit scalaire de f avec g fait 0. Étoile, ça veut dire que ma symétrie, elle est orthogonale. Donc l'ensemble par rapport auquel je fais la symétrie, c'est-à-dire f, et l'ensemble parallèlement auquel je fais la symétrie, c'est-à-dire g, sont des orthogonaux. Les vecteurs de l'un sont orthogonaux aux vecteurs de l'autre. Je vous rappelle qu'avec cette truc, hein, on pose, qu'est-ce qu'on a gratuitement? Enfin, gratuitement, c'est la théorie des symétries qui nous l'a dit. On a E égale
F somme directe avec G. Ça vous va? Bon, alors, montrez-moi que ça conserve la norme. Montrez-moi que ça conserve la norme. Hop! Eh bien, soit X appartenant à... Soit X appartenant à E. On va comparer S de X avec... la norme de S de X avec la norme de X. Et on veut que ce soit la même chose. Bon, ce qui est pratique, là... Bon, alors là, la notation X1 et X2 va vraiment être pratique. Sinon, il faudrait inventer P de X et Q de X. Qu'est-ce que j'écris? J'écris X de façon unique égale X1 ou dans F plus X2 ou dans G. Et qu'est-ce que c'est que S de X avec nos notations? Vous me l'avez dit tout à l'heure, c'est X1 moins X2. Bon, ben, il faut comparer la norme de l'un avec la norme de l'autre. Eh bien, qu'est-ce que c'est et ici, et on a... Alors, X1, il est où? Et X2, il est dans G. Et comme on a supposé étoile, l'un est orthogonal avec l'autre. Donc, on a X1 orthogonal avec X2. Bon, bah là, c'est assez clair, non? Vous calculez la norme de X, et d'autre part, vous calculez la norme de S de X, et vous espérez trouver la même chose. Comme d'habitude, il vaut mieux travailler avec les normes au carré. Ici, c'est quoi? Norme de X1, le tout au carré. Alors en fait, c'est la propriété de Pythagore, hein, parce que là, entre les deux, il y a plus 2x1 scalaire x2. Mais c'est nul. Donc ici, il vient simplement plus norme de x2. Au carré, merci. La norme de S de x, c'est la norme de x1. Remarquez que ça, c'est... Si je veux vraiment rentrer dans les détails, c'est x1 plus moins x2. Lui, il est dans F, et lui, il est dans G. Donc c'est norme de x1 au carré plus norme de moins x2 au carré moins le double produit scalaire qui évidemment est nul. Oui, mais ça c'est norme de x1 au carré plus norme de x2 le tout au carré. Alors ça se voit peut-être pas sur mon dessin, mais la norme du vecteur rose est la même norme que celle du vecteur vert, qui n'est pas encore vert mais qui va être vert. Alors évidemment, hein, ça c'est de la projection. Ça se voit en fait uniquement, si on veut oublier l'effet de perspective, ça se voit uniquement comme tout à l'heure quand je fais ça dans R2 plutôt que R3, à savoir que si vous faites une symétrie orthogonale en dimension 2, on voit cette fois de nos yeux, on voit que X et S de X ont la même norme. F, G, produit ici un bon petit... Hop, là. Et là, vous voyez que ce vecteur, qui est le vert, et l'autre, qui est le rose, ont la même norme, même longueur de la flèche géométriquement. Ça vous va ? Allez, réciproque, et ça... Ouf, il faut se dépêcher, réciproque. Qu'est-ce qu'on suppose? Réciproquement, on suppose... Réciproquement, on suppose quoi? On suppose C, c'est-à-dire la propriété de conservation de la norme. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Il nous faut prendre un, soit F appartenant à, soit F appartenant à
grand F et petit g appartenant à grand G. Alors, l'idée, c'est qu'il faut montrer que mais ils sont orthogonaux. Je vous écoute. Quelle est votre idée? Avec une identité de polarisation. Exactement. Oui, une identité de polarisation. Alors, laquelle tu as choisi? Il y en a pas mal. F scalaire G égale. Vous préférez un quart? Elle est bien, oui. Un quart de quoi? F plus G le tout au carré moins la norme de F moins G le tout au carré. On se pose deux instants, ça c'est bien norme de F au carré plus norme de G au carré plus 2 fois le produit scalaire. Ça c'est norme de F au carré sans le moins, hein. Norme de F au carré plus norme de G au carré moins 2 fois le produit scalaire. Comme il y a un moins, ça va faire 4 fois le produit scalaire, les normes vont s'éliminer, on est bon? Bon, oui, mais ça fait quoi? L'identité de polarisation était une bonne idée, mais maintenant il faut faire le lien. Hein. Il faut faire... il faut montrer que c'est nul, quoi. Vous voyez pas que c'est nul? On pose x égale f plus g. Mais bien sûr. Or ici, ça c'est l'image de ça. Donc ils ont la même norme. Or ici, f moins g, c'est quoi? C'est s de f plus g. J'ai pas besoin d'en dire plus? Ben, si tu crées, si x, allez, j'en dis plus, si x égale f plus g, et bien ici appartenant à grand F, le x1 de tout à l'heure c'est petit f, le x2 de tout à l'heure c'est petit g, donc s de x, qu'est-ce que c'est? C'est f moins g. Et c'est gagné, puisque donc la norme de f moins g, alors ça on va la mettre au carré si vous voulez, ça c'est la norme de s de f plus g le tout au carré. Vu la conservation de la norme, c'est la norme de f plus g le tout au carré. Et donc, le produit scalaire de f avec g égale un quart de 0 moins 0. Clair ou pas? Je répète, ici j'ai ça, et là je vous dis que ça, c'est ça. On est bon? Égal 0. Allez, c'est fini. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que C implique étoile. Est-ce que ça marche pour tout F et pour tout G? Et finalement, qu'est-ce qu'on a? Finalement, c'est équivaut à étoile là. Bon, ils n'étaient pas si faciles que ça, hein, ces exercices de cours. Bah, je pense que le seul qui vraiment est dur, c'est celui où on utilise le lambda là. Bon, les autres, c'est trouvable, entre guillemets. C'est bon? Alors, on revient, pour finir cette séance de TD, au vrai TD. On a fait 8, 9, 10 hier, 11 il y a quelques jours. Ben, c'est 12. Allez, exercice 12. Alors, ça porte sur un point du cours qui a été vu dans le cours numéro 8 et qui s'appelle le produit mixte. Alors, soit phi
Bon, E est toujours notre espace vectoriel euclidien de dimension n. De dimension petite n. Phi, ça c'est x1, x2 jusqu'à xn, c'est une famille quelconque de vecteurs de E. Enfin, quelconque, oui et non, parce qu'en fait vous voyez qu'elle a le bon nombre de vecteurs pour être potentiellement une base. Hein. Et d'ailleurs, vous comprenez que le mot produit mixte de phi n'aurait aucun sens si phi n'avait pas n vecteurs. On fait le produit mixte de 2 vecteurs en dimension 2, de 3 vecteurs en dimension 3, etc. Parce que le produit mixte, c'est quoi? Petit a, rappel, avant même petit a. Qu'est-ce que c'est que le produit mixte de phi? Alors, le réel, sa notation, c'est on met des crochets autour des vecteurs. Donc ça fait x1, x2, 3 petits points xn. Mais là, c'est quoi? Le déterminant de x1, x2 jusqu'à xn. Et ici, on met quoi? Alors, j'avais écrit BOND. Ça vous va? Sous-entendu, quelle que soit la BOND que vous mettez là, ça marche. Autrement dit, nous, on va en prendre une. On choisit une base orthonormale. Alors, je vous rappelle quand même ce que ça veut dire, parce que là, et ça, c'est un peu comme dans les articles de journaux. La première fois qu'une abréviation apparaît, on l'écrit complètement. Et après, d'accord? Donc, une base orthonormale, directe. Ça veut dire quoi, direct? C'est le cours sur l'orientation grâce au changement de base. C'est quoi direct? Ça veut dire de même sens qu'une base qu'on a pris comme référence directe. Ça vous va? Et ça, c'est l'effet d'un choix purement arbitraire. Hein? On est d'accord? Alors, que peut-on dire de ce produit mixte lorsque phi est lié? Bon, ben ça, c'est une évidence. Hein. Si phi est lié, on choisit une BOND, notée bêta, ça vous va? Notée bêta. Ben, si phi est lié, qu'est-ce qu'on sait? D'être dans la base bêta d'une famille liée, ça fait 0. Donc, le produit mixte de x1, x2 jusqu'à xn, qui vaut, je vous le rappelle, ça fait 0. Hein. Ici, finalement, avec nos notations, le produit mixte de x1, x2 jusqu'à xn, c'est le déterminant, je l'écris en dessous, égale déterminant dans la base qu'on a choisie subtilement, à savoir orthonormal et direct. Bon, ça c'était une question toute bête. Hein. Vous savez que dès que les applications n linéaires alternées, dès qu'une famille est liée, elles envoient une famille liée sur 0. Hein. Vous vous souvenez? Bon, en particulier, le déterminant, petit b. Alors, montrer que lorsque phi est libre, petit b, donc on suppose ici que phi est libre. Si elle est libre, c'est quoi? Puisqu'elle a n vecteurs. C'est donc une base. C'est donc une base de grand E. Alors, juste un petit truc. Là, vous êtes nombreux à écrire dim de phi. Est-ce que vous vous souvenez que j'ai toujours rayé ça dans vos... Alors, vous mettez ce que vous voulez, mais vous ne mettez pas dim. D'accord? Parce que dim, c'est réservé aux sous-espaces vectoriels ou, de façon générale, aux espaces vectoriels.
Alors, le problème, c'est que cette notation-là, c'est une notation informatique. Elle n'est pas encore passée dans les usages mathématiques. Ça vous va? Donc en fait, la phrase que je vous conseille d'écrire, c'est phi comporte n vecteurs. D'accord? Bon, ici, si vous... Mais entre nous, et dans les DS MPSI 2020, voire MP 2021, vous pouvez écrire len de phi égale dimension de E, non? D'accord? Ça me va. Et quand on écrit les gens savent de quoi on parle? Ben moi, oui, et monsieur Monteiller aussi. Mais pas tout le monde. Ben, peut-être qu'il y a encore 2 ou 3 mathématiciens qui n'ont jamais fait d'informatique. Ça vous va? Ben, ça attend... Moi je serais d'avis que len pour une longueur d'une famille devienne une notation usuelle, quoi. Bon, revenons à nos moutons plutôt que de parler de notation dans la communauté mathématique. Et dites-moi pourquoi la matrice, la base obtenue par le procédé de Gram-Schmidt à partir de phi produit une matrice triangulaire dans bêta. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que... Rappelez-moi, tiens, rappel du... On va l'appeler comment? On l'appelle gamma? On note gamma, la base orthogonale ou orthonormale, nous dit-on? Bon, on n'a qu'à prendre la base orthonormale. La base orthonormale. C'est pas évident d'ailleurs, hein. C'est pas évident que ce soit la base orthonormale. Bon, allez, orthonormale obtenue à partir de phi par le procédé de Schmidt. Alors, rappelez-moi comment ça marche. On la note H1, H2 comme dans le cours. Gamma égale H1, H2 jusqu'à Hn. Qu'est-ce que c'est que H1? Non, pas tout à fait. Ou si tu veux, ça c'est si tu prends la base orthogonale. Alors ça, ce que tu es en train de me dire, c'est G1. G1, c'est X1. Mais H1, si je veux que ce soit une 1 sur norme de G1 fois G1. Ça vous va? Puis, virgule, pour 1 plus... Alors ça, vous l'avez bien fait dans votre interro. P plus petit que N moins 1. Qu'est-ce que c'est que H numéro P plus 1? Alors, d'abord, on va trouver le G. Et le G, c'est quoi? Alors, je vous écoute, parce qu'il y en a encore qui hésitent. Ça, c'est quoi? Alors, je pense qu'avec l'histoire du projeté orthogonal, il n'y a plus trop à hésiter. C'est le projeté orthogonal du premier X qu'on n'a pas encore utilisé sur l'espace engendré par les G déjà construits. Ça s'écrit comment, ça? X indice P plus 1. Vous voyez, il ne faut même plus la prendre par cœur, cette formule. Il faut l'associer à la formule de projection sur une base orthonormale. Donc là, vous avez plusieurs choix. Vu qu'on a déjà construit les H, vous avez au choix la possibilité d'écrire K égale 1 jusqu'à P des quoi? Des X indice P plus 1 scalaire. Alors là, c'est votre... Alors, si vous mettez GK ici, en dessous, il faut mettre GK scalaire GK, ou bien norme de GK au carré. Vous êtes d'accord que c'est la même chose? Ou alors, si vous avez orthonormalisé à chaque étape, ça c'est moins la somme pour K égale 1 jusqu'à P des quoi?
dxp plus 1 scalaire hk fois hk tout seul. Et là, vous voyez que c'est la formule de projection orthogonale, puisque les hk forment une base orthonormale de l'espace vectoriel engendré par H1, H2 jusqu'à HP. Et d'ailleurs, donc ici, oui, pardon, je vais laisser un blanc. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a le G, indice P plus 1, ici, il faut tout simplement le rendre unitaire en le divisant par sa norme. Bon, ça c'est le rappel du procédé. On a de plus, on sait que... C'était peut-être un petit peu long de tout rappeler, mais bon, ça fait corriger de l'interroéclite en même temps. Hein. Ceci est un corrigé de l'interroéclite. Il s'appelait V dans l'interro, il s'appelle X ici. C'est bon? Bon, je lis la question maintenant qu'on a. Il faut montrer que la matrice de passage de gamma vers bêta est triangulaire. Ah zut, bêta, c'est on a pris bêta à une base orthonormale. Ah oui. Donc là, il faut montrer que la matrice, alors il faut changer quoi, c'est gamma, il faut changer un peu la question. On note gamma, la base obtenue par le procédé de Gram-Schmidt à partir de phi. Montrer que la matrice de passage de... Donc, à montrer, là je laisse en blanc, hein. Je laisse un blanc parce qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument que vous me disiez. Et malheureusement, je n'avais pas lu l'énoncé jusqu'au bout. Il faut toujours lire les énoncés jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que ça évite d'introduire une base qui s'appelle bêta, alors que dans la question B, bêta c'est autre chose. Vous êtes d'accord ? Bon, qu'à cela ne tienne, on veut montrer que la matrice dans la base phi de gamma, c'est ça, avec les notations, est triangulaire. Alors, le M signifie mat, hein, vous êtes d'accord ? Mat phi de gamma est triangulaire. Tout ça, presque tout ça, c'était uniquement du corrigé de... Tout ça, là, c'est du corrigé de l'interroéclite. Alors, qui a la réponse? Si oui, pourquoi? C'est pas là-dedans, si vous voulez. Presque. Si, quand même, presque. C'est presque là-dedans. C'est surtout dans une propriété très importante de la base H1, H2 jusqu'à Hn qui fait qu'on peut conclure. Est-ce que vous voyez que Gp plus 1, c'est à chaque fois xp plus 1 moins quelque chose qui est dans l'espace vectoriel engendré par les gk. Mais cet espace vectoriel engendré par les gk, il grossit au fur et à mesure qu'on utilise les e. Donc c'est quoi? Alors ça c'est le procédé si vous voulez. Mais la principale propriété de la famille, soit des gp, soit des hp, c'est quoi? Ça c'est vrai. Et alors la deuxième, ça c'est les H qui sont unitaires, les G ne le sont pas. Non, mais l'espace vectoriel qu'ils engendrent est le même que ceux des E qui ont servi à les construire. C'est ça leur preuve. Autrement dit, on sait que, dites-moi ce qui est très important pour répondre à la question, parce que l'orange en fait c'est comment on construit. La propriété de cette construction fait que, quel que soit P appartenant à un N, l'espace vectoriel engendré par les vecteurs que je suis en train de construire, alors ça c'est au choix, hein. Soit les H1 jusqu'à HP, bon, alors là ça c'est une véritable évidence puisque les uns sont obtenus comme étant les autres rendus unitaires. G1 jusqu'à GP. Oui mais ça, et c'est ça qui est très important, et qui va donner la réponse là-haut, c'est vect de
x1 jusqu'à xp. x1 jusqu'à xp. Autrement dit, pourquoi je dis que c'est gagné? Parce que, je peux effacer le corrigé là, ou presque, la partie rappel de la construction du... Je dis que c'est gagné parce qu'il suffit de savoir ce que c'est que matrice d'amphi de gamma. C'est quoi mat d'amphi de gamma? C'est mat d'amphi de H1, H2, jusqu'à Hn. Oui, mais H1 appartient à quoi? Puisque regardez, l'espace vectoriel engendré par H1 jusqu'à HP. Dedans, il y a H1. Donc H1 appartient à vect X1. Autrement dit, H1, c'est quoi? H1 égale H1 égale lambda lambda 1,1 x1 plus rien du tout. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai sur mon... Ici, j'ai quoi? J'ai un lambda 1 et là j'ai des 0. Maintenant, où est H2? H2, il est bien dans l'espace vectoriel engendré par H1 et H2. Vous êtes d'accord? Donc, il appartient avec quoi? X1, X2. Et donc, il est égal à H2, vous avez compris qu'il était égal à, bon, on va l'appeler avec les notations usuelles, lambda 1, 2, x1 plus lambda 2, 2, x2. Et donc ici, nous avons lambda 1, 1, pardon, lambda 1, 2 justement, lambda 2, 2, et ensuite que des 0. Bon, vous avez compris? Là, il y a des blablabla, là, il y a des quoi? De même, quel que soit P appartenant à 1n, HP appartient à vect x1 jusqu'à xp. On en déduit que la matrice, on en déduit la forme que mat dans la base phi de la base gamma est triangulaire. Et hop, le machin, hop, comme ça. Remarquez qu'ici, par contre, là, il y a plein de trucs. Hein. Par exemple, le plus complet, c'est le HN. HN, il s'écrira comment? HN, avec mes notations, il s'appellera lambda 1n x1 plus lambda 2n x2 plus lambda nn xn. Et ben voilà. Mat phi de bêta est triangulaire. Alors, montrer, et c'est la question petit c, que la norme du produit mixte est plus petit que le produit de... La valeur absolue du produit mixte, excusez-moi, le produit mixte c'est un réel. Donc, on peut montrer que sa valeur absolue est plus petit que le produit des normes de tous les vecteurs. Ça vous va? En termes de volume, est-ce que vous vous souvenez qu'hier, je vous ai expliqué que, par exemple, en dimension 3, le produit mixte de x1, x2, x3, c'était le volume du parallélépipède construit sur ces trois vecteurs. Ça veut dire que ce parallélépipède a un volume, alors vu la présence des valeurs absolues, c'est son vrai volume, c'est plus son volume algébrique, ça dépend plus du sens
de la base x1, x2, x3, si on met les valeurs absolues. C'est le vrai volume. Donc, ce que dit notamment ça en dimension 3, c'est que le volume d'un parallélépipède est plus petit que la norme, le produit de la norme de chacun de ses côtés. Et d'ailleurs, quand est-ce que c'est le produit de la norme de chacun de ses côtés? Quand est-ce que c'est la norme du produit de chacun de ses côtés? Quand? Alors un cube un peu plus général qu'un cube, un pavé droit. Enfin quelqu'un qui a fait de la géométrie au lycée. Pavé droit, ça vous dit quelque chose? C'est quoi? C'est un parallélépipède rectangle. Ça vous va? Un parallélépipède, les faces c'est quoi? Pourquoi ça s'appelle un parallélépipède? Les côtés sont parallèles 2 à 2, mais les faces sont des parallélogrammes. Et quand les parallélogrammes sont en fait des rectangles, on appelle ça un parallélépipède rectangle. Ou alors, comme tu viens de le dire, un pavé droit. Une bonne brique, quoi. Vous avez compris? Autrement dit, le solide parallélépipède qui a le volume maximal à longueur des côtés égale, c'est le pavé droit, ou le parallélépipède rectangle. Bon, démontrez-moi ça. Il faut une idée, si vous voulez. Pas sûr, mais on peut exprimer phi dans la base gamma avec la formule des matrices passage. On aura le déterminant qui sera le même. Le déterminant des matrices passage, on le trouve très facilement. Le déterminant de phi dans la base gamma... Ben, c'est quoi le déterminant? C'est quoi la matrice de passage de phi vers gamma? C'est ça? Là, on l'a sous les yeux, là. Ça vous va? Donc oui, c'est le déterminant dans un changement de base. Alors, avec nos notations, tu as raison Théo, x1, x2 jusqu'à... Non, pas... Il serait temps quand même, hein? Non, quoi, le 10 juin, excuse-moi, Enzo. x1, x2 jusqu'à xn. Alors, tu me dis, c'est det dans la base bêta de x5, x2 jusqu'à xn. Ben non, c'est le det dans la base bêta. Vous êtes d'accord? Gamma c'est quoi? Oui, c'est après. Non, mais les deux sont vrais, donc tu as raison. Mais je veux dire, au début, c'est quand même ça ma définition. C'est déterminant sur une base orthonormale que j'ai choisie. Ça vous va? Mais là où tu as raison, c'est que c'est aussi déterminant sur la base gamma de x1 jusqu'à xn. Mais ça, je ne peux pas l'écrire sans donner une explication. Pourquoi? Car gamma est une base orthonormale. Alors là, c'est pas tout à fait exact ce que tu me dis. Eh bien, ça dépend. Rien ne le dit. Gamma, on ne sait pas. Gamma, c'est quoi? C'est la base orthonormale construite à partir de phi. Donc, on ne sait pas si elle est directe ou pas. Ça dépend de phi, en gros. Vous êtes d'accord? Donc là, il manque quelque chose, c'est plus ou moins. Qu'est-ce qui change quand on change de base orthonormale? Est-ce que vous voyez que le déterminant est soit multiplié par 1 si on passe d'une BOND à une BOND, soit multiplié par moins 1 si on passe d'une BOND à une pas BOND, à une BON pas D, à une BONI, à une BON indirecte. Donc, vous comprenez le plus ou moins 1? Et Enzo, le plus ou moins 1, c'est le déterminant de ta matrice de passage. C'est 1 si c'est une matrice de SON,
et c'est moins 1 si c'est une matrice de ON moins SON. Nous sommes d'accord ou pas? Car gamma est une BON, mais pas forcément une BOND. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'énoncé? Ça, je garde. Mais donc, ben, si on met des valeurs absolues du produit mixte de x1 jusqu'à xn, alors ça, c'est la valeur absolue du déterminant dans la base gamma de x1, x2 jusqu'à xn. On est d'accord? Déterminant dans la base gamma de x1, x2 jusqu'à xn. Alors, qu'est-ce que vous m'en dites de cela? C'est le produit des coefficients sur la télé. Oui, sachant que c'est pas tout à fait cette matrice. Ça, cette matrice, c'est quoi? Alors, ça, c'est math. Ça, c'est math dans la base. On va l'appeler comment? C'est math dans la base phi de la famille gamma. Cette matrice, je vais l'appeler M. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est donc la valeur absolue du déterminant de la matrice dans la base gamma de phi. Vous me suivez ou pas? Ça, si vous me dites c'est le déterminant dans la base gamma de x1 jusqu'à x2. Donc c'est le déterminant de matrice dans la base... ça vous va? Donc ça, c'est quoi? C'est déterminant de m-1. C'est déterminant, donc c'est valeur absolue de déterminant de m-1. Du coup, c'est des déterminants. Ah ben non, c'est 1 sur déterminant de m. D'accord? Mais peu importe, j'allais dire, de toute façon, on n'a pas accès le déterminant de m, c'est lambda 1 fois lambda 2 fois lambda n. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme m est triangulaire supérieur, en l'occurrence, supérieur ici, alors m-1 aussi. Autrement dit, et ça vous vous souvenez de la partie de cours qui fait référence? L'inverse d'une matrice triangulaire qui a tous ses coefficients diagonaux non nuls est aussi une matrice triangulaire supérieure. Bon, qui en l'occurrence a tous ses coefficients diagonaux non nuls. Pourquoi je suis sûr que tous les coefficients diagonaux sont non nuls d'ailleurs? Ben parce que ça, c'est la matrice de passage d'une base vers une autre. Donc c'est une matrice inversible. Et donc si c'est une matrice diagonale, tous ces coefficients diagonaux sont non nuls. D'accord? Alors m-1, ben, j'allais dire on s'en moque un peu. Qu'est-ce que c'est que m-1? On va les appeler plutôt alpha 1, alpha 2, alpha n. Ici je mets des petites étoiles, sous-entendu je m'en moque. Ça a des valeurs. Ça vous va? Et ça, c'est... Donc ici, j'écris m égale. Ici, j'écris m-1. Et ça, c'est quoi? C'est math de qui dans qui? C'est math de... Gamma. C'est math dans la base gamma de la famille phi. Vous êtes d'accord? Bon, alors, m aussi. Et m-1 s'écrit
comme ça, là, n-1 égale, s'écrit de la façon suivante, sous la forme suivante. Sous la forme suivante, la forme suivante, c'est ça. Avec cette notation, avec ces notations, qu'est-ce que c'est que le produit mixte voulu? X1, tac, 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 Xn. Produit mixte, c'est quoi? Le produit des... Voilà, autrement dit, alors la valeur absolue, vous êtes d'accord? Puisqu'il y a une valeur absolue. Ça vous va? Donc, alpha 1, alpha 2, 3 petits points, alpha n. Remarquez que ça, c'est valeur absolue de alpha 1 fois valeur absolue de alpha 2 fois valeur absolue de alpha n. Alors, ma question, c'est pourquoi on avance là quand même, hein? Tu vois? Pourquoi ça, c'est plus petit que le produit des normes x1, x2 jusqu'à xn? Et dépêchez-vous, parce que là, je me suis fait sacrément gronder par la compagnie. Il faut que je vous lâche à midi pile. Sinon, c'est toute l'organisation du self en est compromis. Allez, trouvez-moi la solution. Alors, pour terminer l'exercice, vous comprenez donc qu'il faut qu'on calcule les valeurs absolues des réels alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n. Mais, ici, mais qu'est-ce que c'est que xi, que alpha i? Alpha i ou alpha k, si vous voulez, est la kème coordonnée de xk sur la base gamma. Mais comme gamma est une base orthonormale, qu'est-ce que c'est que alpha k? C'est xk scalaire avec nos notations. Gamma, c'était h1 jusqu'à hn, c'est ça? Donc ça, c'est xk scalaire h. Xk scalaire hk. En fait, une petite remarque. Regardez là, avec ici la famille qu'on a écrite. Là, vous avez x1. Là, vous avez x2. Là, vous avez xn. Là, vous avez h1. Là, vous avez h2. Et là, vous avez hn. Remarque. Quel que soit J appartenant à un N, donnez-moi XJ. C'est la somme pour J égale 1. Alors normalement jusqu'à N, mais comme on a vu qu'elle était triangulaire, ça va s'arrêter à... on va sommer I, pardon, je somme sur I. Si je somme sur les lignes, donc on va s'arrêter à J, vous êtes d'accord? On va plutôt même l'appeler K, ce truc-là, comme ça, ça sera plus joli. Donc, quel que soit K appartenant à un N, XK, c'est la somme pour I égale 1 jusqu'à K des quoi? Des XK scalaires HI, le tout fois HI. En dessous, il y a des zéros, là. Et donc, le dernier, c'est bien celui-là. Là. Le dernier, c'est bien xk scalaire hk. Donc, on a donc alpha k
égale valeur absolue de xk scalaire hk. Et ça, si vous avez en tête la bonne inégalité, tout est gagné, puisqu'on veut simplement montrer que chaque valeur absolue est plus petite que la norme du vecteur xk. L'inégalité, alors on ne va pas faire le sketch d'hier, hein, l'inégalité de Cauchy-Schwarz donne valeur absolue de alpha k plus petite que quoi? Autrement dit, la valeur absolue d'un produit scalaire, c'est plus petit que quoi? Le produit des normes, c'est-à-dire xk fois norme de hk. Mais la norme de hk, c'est quoi? C'est 1, puisqu'on a orthonormalisé. Et donc, avec cette notation, et donc ainsi, alors, et enfin, l'exo est terminé. La valeur absolue de x1, x2 jusqu'à xn, qui est, je vous le rappelle, le produit alpha 1 jusqu'à alpha 2 jusqu'à alpha n, est en fait inférieur ou égal au produit des normes de x1 jusqu'à xn. Alors, il n'était pas du tout évident, celui-là, je vous l'accorde. Notamment, alors, parce qu'il fallait penser à inverser la matrice. D'accord? On arrive à ça, qui est, bon, peut-être à retenir, hein, le produit mixte a une valeur absolue plus petite que le produit des normes. Ça vous va? Et mon explication en termes de volume dans l'espace doit peut-être vous permettre de mémoriser ça.